Euh, nous allons présenter le développement, l'historique des AMAP en tant que représentant du mouvement interrégional des AMAP, MIRAMAP. Moi, je suis plutôt du côté consommateur et Denis paysan. Donc, l'exemple de la coopération des AMAP, c'est le paysan et le consommateur qui s'engage auprès du paysan. Oh, pardon. Alors, tout d'abord, on va faire une petite présentation globale des AMAP, de leur développement, des réseaux d'AMAP, qui ont une importance particulière dans le développement du mouvement des AMAP. Et ensuite, ce sera plutôt Denis qui reviendra sur leur positionnement dans l'économie solidaire comme vecteur, comme actrice. Les AMAP sont actrices des pratiques biologiques, d'agriculture biologique. Donc, quelques notions clés pour commencer. Donc, les AMAP, ce sont des associations citoyennes qui sont proches d'organisations agricoles, de la lecture biologique locale, mais aussi de relocalisation de l'économie, de coopération, solidarité. On parle aussi de commerce équitable nord-nord, d'un certain point de vue. Ce qu'il faut noter, c'est que les AMAP s'affirment dans un contexte mondial de la montée de l'alimentation locale. Donc on les rapproche et elles s'inscrivent dans le mouvement des CSA, donc en lien avec le réseau mondial Urgency. Ce qu'on peut dire, donc ce sur quoi reviendra aussi Denis, c'est que pour de nombreux paysans, les AMAP ont été ou sont des tremplins vers des pratiques de la lecture biologique. Et enfin, une dernière chose importante à noter, c'est que dans les AMAP, ce sont des noyaux de bénévoles engagés, impliqués, qui permettent de faire vivre ces AMAP et de soutenir les producteurs, les paysans de la meilleure manière. Donc une petite définition extraite de la charte des AMAP. Donc il s'agit d'un collectif qui est formé de l'ensemble des AMAPiens, c'est-à-dire les adhérents des AMAP, donc les consommateurs entre guillemets, et des paysans qui sont engagés donc, dans un partenariat solidaire, local, donc au sens de la proximité géographique, contractualisé, donc pas d'intermédiaire commercial, c'est donc une forme de vente directe, un circuit court en vente directe, avec un esprit de pérennité. Donc ça ne dure pas juste un an ou une saison agricole, quoi, qu'on aille dans le temps et qu'on soutienne vraiment une forme d'agriculture alternative, paysanne, biologique, etc. Donc ce qu'on peut dire pour cette charte des AMAP, c'est qu'elle définit aussi l'ensemble des valeurs, des engagements et des principes qui définissent ce que sont les AMAP en France. Donc pour commencer, l'historique et le développement des AMAP, il s'agit à l'origine d'une combinaison de mouvements sociaux, qui a vraiment permis l'émergence des AMAP au début des années 2000, donc en 2001, la création de la première AMAP. Donc du point de vue des paysans, c'était reconquérir son autonomie dans le contexte d'une crise alimentaire et agricole assez forte, la faillite du modèle agricole productiviste capitaliste. Et du point de vue des consommateurs, c'était avoir des approches de consommation responsable et aussi retrouver une forme de convivialité dans l'acte de se nourrir et le lien avec l'agriculture, décloisonner le modèle agricole français. Donc il s'agissait pour les AMAP de s'appuyer sur deux visions de l'agriculture alternative. L'agriculture biologique, et donc plus basée sur les pratiques environnementales, et l'agriculture paysanne, qui se soucie, qui aborde plutôt les enjeux de l'autonomie, de ferme à taille humaine, etc., de la dynamique de territoire. Donc le tout dans une démarche de souveraineté alimentaire, donc pour permettre aux habitants de choisir leur agriculture, leur alimentation en toute autonomie, sans pour autant porter préjudice aux autres territoires, contrairement au modèle agricole dominant, industriel, qui s'appuie sur des territoires d'autres pays pour alimenter son bétail, etc. Et du coup, ne permet pas à ces autres pays de trouver forcément leur forme agricole, ou plutôt détruit leurs formes agricoles. Et du coup, on va ainsi commencer à entendre parler de gouvernance alimentaire, ou de, j'ai pas précisé, locale, donc territoriale, une notion importante. Donc voici une carte de la répartition des AMAP en France. Donc elle n'est pas tout à fait à jour, mais elle vous donne une idée de l'hétérogénéité du développement des AMAP à travers le territoire national. Donc elles sont nées en Provence, Alpes-Côte d'Azur, donc tout en bas, tout au sud-est de la France. Et on voit des régions où il y a beaucoup plus d'AMAP que d'autres, notamment celles où c'est plutôt urbanisé, avec un besoin de relocaliser son alimentation, de soutenir les paysans, parce qu'on voit les terres agricoles qui disparaissent. Et suivant les territoires où on se trouve, on a des enjeux différents qui sont abordés. Donc le degré d'urbanisation, les spécialisations agricoles du modèle dominant,
certaines régions plutôt spécialisées en filière céréalière, donc beaucoup de monoculture de céréales, et du coup des personnes qui voudraient du maraîchage et des légumes, des produits frais, de type légumes ou fruits, ont dû se bouger pour mettre en place des AMAP. Et dans d'autres territoires, c'était peut-être moins difficile. C'est sans doute pour ça qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est là que sont nés les AMAP, parce qu'il y a plus de maraîchage que dans d'autres régions. Donc l'accès à la terre, les problématiques d'installation, etc. Le soutien institutionnel des conseils régionaux a aussi beaucoup joué pour le développement ou non des AMAP suivant les territoires. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a à peu près 2000 groupes en AMAP en France, à peu près, avec une montée exponentielle entre les années 2001-2010, où là il y a vraiment eu un boom, et une stagnation depuis. Donc le mouvement des AMAP en France s'est beaucoup structuré à l'aide des réseaux d'AMAP. Donc sur le principe de l'union fait la force, beaucoup d'AMAP se sont regroupés en réseau à l'échelle de territoires, de régions, et aussi à l'échelle nationale, enfin plus ou moins nationale, puisqu'il y a des régions qui ne sont pas forcément inscrites dans le mouvement interrégional des AMAP, l'association où nous sommes représentants, Denis et moi. Donc ces réseaux plutôt territoriaux, locaux, ils ont pour objet d'animer les liens entre les AMAP, permettre aux AMAP qui ont plus d'expérience d'aider celles qui en ont moins, favoriser l'essaimage des AMAP, mettre en œuvre des démarches d'amélioration continue des pratiques, un peu sur l'inspiration des systèmes de garantie participative menés par Nature et Progrès, qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc la communication autour des AMAP et faire reconnaître les AMAP auprès des institutions, par exemple des acteurs de l'économie sociale et solidaire, aborder les démarches de les problèmes de fiscalité associative, donc qui depuis quelques années posent des soucis, les AMAP étant considérés comme non pas forcément des structures associatives citoyennes de l'économie sociale et solidaire, mais comme des associations, des structures qui ont des liens privilégiés avec des entreprises, donc les agriculteurs vus comme des entreprises, donc plutôt classiques, et du coup ça leur donne un caractère économiquement marqué qui fait que certaines institutions, Assemblée nationale ou ministères, ont considéré les AMAP comme étant lucratifs. Donc ça fait partie des enjeux forts à aborder pour défendre l'économie solidaire et les AMAP. Donc le MIRAMAP, comme on l'a dit tout à l'heure, a une représentation nationale, mener des projets collectifs qui concernent tous les réseaux, aider la structuration de réseaux dans les régions où il n'y en a pas, faire le lien au niveau international. Ça, c'est une carte de la diversité des réseaux d'AMAP en France. On voit des régions, plutôt celles où c'est coloré, où il y a des réseaux structurés, des associations régionales ou départementales. Certains ont des équipes salariées, des permanents, des animateurs. Donc souvent, ce sont les régions où il y a le plus d'AMAP, où c'est le plus dynamique. Il y a des zones qui sont plutôt grisées, blanches, où il n'y a soit pas de réseau d'AMAP, soit il y a des réseaux, mais on ne les connaît pas trop au niveau du MIRAMAP. Il y a une difficulté à structurer les choses au niveau national et à apporter une voix suffisamment unie des AMAP à travers le pays. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les AMAP, le développement des AMAP et leur réseau. Et je vais passer la parole à Denis pour nous parler des AMAP en tant qu'actrice de l'économie solidaire et leur rapport à l'agriculture biologique. François a expliqué qu'on s'était constitué sur deux mouvements, l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne. Mais vous savez que l'agriculture biologique est aujourd'hui une marque collective européenne qui a des contraintes. La charte des AMAP n'a pas voulu rendre obligatoire l'agriculture biologique. Par contre, elle interdit l'usage des engrais chimiques de synthèse et donc elle n'exige pas la certification, mais elle exige les pratiques de la bio. Et elle encourage également cette charte depuis le 2014, elle encourage fortement les paysans à aller vers la bio. Et finalement, il y a pas mal de paysans qui ont commencé à travailler en AMAP, qui venaient en France, on appelle ça l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire une prise de conscience qu'on utilise de la chimie, mais on essaye d'en utiliser moins, et qui ont un problème culturel, parce que dans leur pratique, culturellement, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se passer, je dirais, de la chimie, quoi. Et en fait, c'est l'engagement dans l'AMAP, l'engagement des consommateurs, parce qu'à l'inverse, les consommateurs sont demandeurs de produits bio, spontanément et naturellement. Et on assiste, c'est pour ça qu'on le dit, que l'AMAP sert de tremplin vers la bio, c'est-à-dire que des paysans qui ne seraient pas venus spontanément vers l'agriculture biologique peuvent passer en bio parce qu'ils ont le soutien des consommateurs à travers l'engagement contractuel.
Ensuite, on a développé, parce qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont adressées, je dirais, à la bio. Alors, quand je parle de la bio, je parle de la bio officielle, telle qu'elle est en Europe. Quand on avait fait les slides, là, je me suis rendu compte que du coup, on avait oublié des trucs. L'agriculture biologique au niveau mondial autorise les systèmes de garantie participative, c'est-à-dire que le contrôle est fait par des groupes de paysans et de consommateurs, que ce soit en Afrique, en Amérique latine. Voilà. L'Europe est le seul continent qui a choisi une certification officielle. Et partant, ça a été en 1992, d'ailleurs, c'était sur proposition de la France. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des critiques. La bio s'est développée à l'échelle européenne parmi les consommateurs. Et c'est devenu aujourd'hui un phénomène de consommation avec des parts de marché importantes. Et régulièrement, effectivement, les critiques qu'on peut adresser à l'agriculture, à la certification officielle, c'est qu'elle ne se préoccupe pas, et c'était vrai, elle n'a pas été faite pour ça, elle ne se préoccupe pas du volet social ni économique. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut faire de l'agriculture bio en Europe avec des très grandes fermes pour alimenter des marchés. Et ça peut avoir des conséquences sur une agriculture vivrière dans des pays comme la Roumanie, où il y a des investissements, des investisseurs qui rachètent des terres agricoles et qui sont détournés de la production vivrière locale pour alimenter les marchés de la grande distribution en Allemagne, en France, en Italie ou ailleurs, où des consommateurs ont du pouvoir d'achat à mettre dans la bio. Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire effectivement à la certification officielle. Mais donc, au départ, voilà, moi je me perds dans mes fiches là. En Europe, la certification officielle ne s'occupe que du volet environnemental. C'est interdit, elle interdit les produits chimiques. Et le contrôle est quand même assez bien fait. On ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, on peut dire qu'on a affaire à une agriculture citoyenne, même s'il y a une dérive, on va dire, mercantiliste de la bio, il y a quand même moins de saloperies dans l'environnement. Voilà. Alors l'idéal, c'est pas ça, mais quand on adresse des critiques à la certification bio officielle, il serait, des fois, moi ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il ne faut pas abandonner, parce qu'il y a effectivement une tendance des grands groupes, de la distribution, à mettre la main sur la bio. Et on voit bien quand on définit, il y a eu récemment une négociation sur les cahiers de charges, il y a toujours des propositions pour faire descendre le niveau d'exigence des cahiers de charges de la certification officielle. Et je pense que ce serait une erreur pour des agriculteurs bio, comme nous le sommes, comme je le suis aussi, qui travaillons aussi au niveau de l'agriculture paysanne, avec d'autres critères de solidarité, mais ce serait une erreur de déserter la certification bio officielle, parce que si on le faisait, ça serait la porte ouverte pour descendre le niveau d'exigence des cahiers de charges et inonder de produits bio les grandes surfaces. Je crois que là, il faut tenir sur tous les fronts. Alors, ceci dit, il y a quand même les AMAP, comme en France, la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui est en fait le syndicat des producteurs bio, mais aussi des mouvements comme Nature et Progrès. On promeut effectivement l'idéal, c'est-à-dire la bio locale, c'est l'idéal, puisque c'est un slogan de la FNAB, pour dire qu'effectivement, on essaie d'avoir des SGP, systèmes de garantie participatif, ou évaluation participative, pour bien vérifier que le niveau environnemental, c'est-à-dire l'interdiction des pesticides et des engrais chimiques est bien respecté, mais également qu'il y a l'ensemble des valeurs de l'économie sociale et solidaire appliquées à la bio sur l'échange avec les consommateurs, les normes sociales dans les exploitations, ne serait-ce que par rapport à la main-d'œuvre, et également un truc important qui est le revenu du fermier, de l'exploitant. Alors, on a aussi une autre critique récurrente par rapport à la bio, c'est qu'elle coûte cher. Il y a toujours, et on le retrouve aussi dans les AMAP, la bio, ça coûte cher. Et dans les AMAP, on s'est rendu compte en fait qu'on a un réseau de paniers marseillais dans la ville de Marseille qui a fait une étude interne et qui a comparé les prix du panier de légumes bio
dans le réseau des paniers avec les mêmes légumes bio sur les réseaux grande distribution, y compris les Biocoop. Et on s'est rendu compte en fait que ça revenait moins cher globalement dans le système de panier AMAP que dans les chaînes de grande distribution. Et on s'est rendu compte aussi d'un facteur important, c'est que contrairement à ce qu'on pense, le frein à la consommation de produits bio n'est pas économique. C'est un stéréotype qu'on défend tout le temps, les produits bio sont plus chers. Mais on s'est rendu compte que c'était des freins culturels, avec des catégories de population qui réagissent différemment par rapport à leur panier et à la façon dont elles vont le mettre ensuite sur la table. Et que là, on a affaire à deux catégories de la population, en fait. Nous, c'est-à-dire les gens qui ont un capital culturel à défaut d'avoir un capital financier. Mais par exemple, dans les AMAP, on a des gens qui sont des consommateurs en AMAP qui sont dans des catégories économiques pauvres, mais avec un fort capital culturel, puisqu'aujourd'hui en Europe, vous le savez, on a une population éduquée, mais il n'y a plus d'emploi. Et donc on a par exemple des femmes seules, des familles monoparentales, où on fait le choix, ces femmes font le choix d'acheter un panier en AMAP et plutôt que d'avoir un caddie avec des produits issus de la malbouffe. Et quand on fait, la junk food, la malbouffe, quand on fait le comparatif du budget mensuel d'une famille consacrée à l'alimentation, on se rend compte en fait que la junk food revient souvent plus cher que d'avoir des paniers bio, à une condition, c'est-à-dire effectivement de revenir en cuisine et de préparer l'alimentation. Ce qui demande un investissement au niveau de la famille pour se remettre en cuisine et consommer. Cette junk food est aussi, là aussi, une préoccupation dont on se rend compte aujourd'hui en France, mais je pense que c'est pareil en Europe et dans tous les pays développés. Elle a un coût en termes de santé colossal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, il y a des ministères de la Santé en France qui s'intéressent de très près, et des hôpitaux, des gens qui travaillent, des équipes médicales, qui travaillent sur des problèmes de diabète, d'obésité. Ah oui, il faut que je termine, oui, pardon. Oui, c'est un peu long. Donc, je termine là-dessus en disant, voilà, on se rend compte que cette junk food a un coût énorme en termes de dépenses publiques liées à la santé, pour un mal-être de la population. J'ai terminé là-dessus. Donc, le modèle agricole, vous savez tout ce qu'on fait. Il y a une autre en général, on fait une critique à la bio. Est-ce que l'agriculture bio, paysanne, sera capable de nourrir la planète? Et c'est avec ça qu'on essaye de nous vendre des OGM et tout ce qui vient avec. Et nous, on retourne à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture, le modèle agro-industriel est capable de nourrir la population correctement et la planète? Et on donne la réponse, c'est non. Directement et clairement. Que ce soit en termes d'environnement, en termes de santé des populations. Et sur le modèle économique, nos modèles d'agriculture alternative sont sous-aidés par rapport au soutien que reçoit le secteur industriel. Donc on est dans une compétition économique défavorable. Et je termine parce qu'il va m'engueuler. Oui, c'est donc d'affirmer clairement, et c'est aussi ce qui se passe dans les AMAP, mais je crois qu'on est tous bien conscients de ça, la nourriture, ce n'est pas une marchandise. On a assisté les 30 dernières années une volonté des autorités européennes, d'un système mondial de marchandiser la nourriture. Et nous disons la nourriture, c'est un besoin vital des populations, déjà vital au point de vue biologique, mais ça transporte aussi de la gastronomie, de la culture, de la convivialité. Et donc c'est ce modèle-là que nous devons préserver, développer. Voilà, j'arrête là, ça fera l'objet. Il y avait un autre problème qu'on réabordera plus tard, sur le soutien aux paysans, les tutorats pair à pair, c'est-à-dire les causes d'échec chez des paysans, parce qu'il y a des causes d'échec dans les AMAP en particulier, et qu'il faut soutenir les paysans dans des systèmes de conseil directement par des paysans qui travaillent dans le système AMAP depuis très longtemps. Voilà, j'arrête là.